Histoire d'attaquer sereinement cette année supplémentaire balbutiante, pourquoi ne pas nous glisser sous une couette bien dodue avec une succulente boisson chaude à portée afin de nous attarder sur un tout nouvel épisode de Columbo, cette chouette série où un flic zélé fait tomber un riche prétentieux se croyant au-dessus des lois. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui. Et après avoir la dernière fois assisté à l'épanouissement puis la chute de l'héritière Bess Chadwick dans l'attente, il est enfin venu le temps de s'intéresser à Ville Fatale, le seul et unique opus réalisé par Peter Falk qui aurait normalement dû être le dernier volet de la première saison, avant que la chaîne ne commande un épisode supplémentaire. Venez, je vais vous expliquer. Oui, en effet, nous en avions causé la dernière fois, mais Peter Falk voulait à tout prix passer derrière la caméra, histoire d'ajouter une ligne supplémentaire à son CV, pour faire comme John Cassavetes, son grand copain réalisateur indépendant. Alors c'est pour ça que lorsque Peter accepta de signer pour la série Columbo, il avait ajouté dans son contrat une clause lui permettant de réaliser un épisode. Et le souci c'est que la compagnie Universal qui produit le bousin refuse que Falk réalise quoi que ce soit, ayant peur qu'il foute le bordel. Du coup, alors ça aussi j'en avais causé durant ma chronique sur l'attente, Peter a simulé une maladie durant le tournage de l'épisode afin de faire plier la compagnie, et c'est finalement la chaîne NBC qui diffuse les épisodes qui a ordonné à Universal de laisser faire l'acteur, en lui demandant en échange de jouer dans un volet supplémentaire. Ainsi, s'il réussit Ville Fatale, ça fera 7 épisodes, et s'il se plante, ça fera toujours 6 épisodes quand même, s'il y en a un de plus. Bref, tout le monde est content, sauf William Link et Richard Levinson, les créateurs et showrunners de Columbo, qui se récupèrent donc du taf supplémentaire à cause des manigances de la star. Rancunier, il décide alors de se venger en demandant au scénariste Steve Bochco, qui avait déjà écrit le livre témoin et L'attente, de rédiger pour Peter un script ultra coûteux et super relou à réaliser, espérant ainsi lui donner une bonne leçon en lui faisant passer le goût de recommencer. Comme vous voudrez. Mais j'espère que vous êtes tout de même conscient du dérangement que vous causez à tout le monde. C'est donc ainsi que Falk se retrouve avec Ville Fatale, un épisode budgété à 500 000 $, soit le plus cher de toute la saison, où toute l'action ou presque se déroule dans un chantier. Et vu qu'il est plus rapide et moins coûteux de filmer un véritable chantier que d'en creuser un, Il faudrait beaucoup plus d'argent que vous n'en avez. Link et Levinson ont déjà réservé celui des Century Plaza Towers, un complexe dont l'inauguration est prévue pour avril de l'année suivante, où des centaines d'ouvriers se relaient 24 heures sur 24 dans un trou béant en plein milieu de Los Angeles. Le problème c'est que la production n'a pas les moyens de bloquer pour quelques jours la construction des tours, et Falk est donc obligé de placer ses caméras dans cette assourdissante fourmilière géante, où tout doit être décidé à la dernière minute parce que le lieu se modifie sans cesse, forçant ainsi l'acteur à être moins tatillon que d'habitude, l'obligeant du coup à tenir pour une fois ses plannings de tournage. Un bon point. Toutefois, en bon perfectionniste, Falk n'hésite pas à consulter ses amis réalisateurs, comme John Cassavetes, évidemment, mais aussi Norman Lloyd, qu'il avait dirigé dans L'attente, ainsi que le jeune Steven Spielberg, qui avait réalisé le livre témoin, souvenez-vous, et qui débute à ce moment la préparation d'un téléfilm intitulé Duel, où un automobiliste est poursuivi par un camion fou. Le genre de machin qui pourrait gagner le prix du jury au Festival d'Avoriaz. Bref, c'est avec tout plein de bons conseils sous le bras que Falk débute la production de Ville Fatale, 6e épisode filmé, sans compter les 2 pilotes, de la première saison de Columbo. Mais le 7e diffusé parce que l'épisode suivant passera à la télé avant, c'est l'univers merveilleux du petit écran. Alors qu'est-ce que vous attendez? Tout le monde en place, on va y aller! Et dès le début, on remarque que Falk a bien appris ses leçons puisque l'épisode commence par une ambiance sibylline, avec des cadrages oppressants où une caméra posée sur le siège conducteur nous divulgue un humain bien mystérieux dont on ne distingue ensuite que les pas, filmés caméra à l'épaule. Monsieur Williamson. Où est-il? Nous comprenons qu'il s'agit de Bertie Williamson, une sorte de caricature de riche texan digne d'un épisode des Simpsons. Enchanté, laissez-moi vous dire que personne ne peut se permettre de prendre mon argent au lasso. Incarné ici par Forrest Tucker, qui nous fera le gorille dans la première série Ghostbusters. Notre millionnaire semble peu joyeux, un sentiment qui nous est confirmé lorsqu'il ravage une maquette tel un Godzilla confédéré. Toujours vénère, il débarque quelques minutes plus tard avec sa Rolls flamboyante dans un vaste chantier, afin de s'expliquer avec l'architecte en chef. Malocoxis! Vous avez 2 mois de retard, les plans sont pas respectés. Attention, mon petit numéro bis, j'ai des relations, des gens très haut placés, qui peuvent vous faire des très graves ennuis, des gens de haut rang. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Tiens, vous m'étonnez beaucoup. Il s'agit d'Elliot Markham, portant une cravate aux couleurs du drapeau trans et incarné par Patrick O'Neill, que Peter Falk avait rencontré lors du tournage d'Un château en enfer en 1969. Moi, j'ai une pièce. Dites.
Un petit bonhomme entre en scène avec une énorme queue. Et après? Ça s'arrête là, j'ai que le premier acte. Oh la vache, mais c'est nul! Oui, il faut noter que la production l'avait un temps envisagé pour incarner Dale Kingston dans plein cadre, avant de préférer Ross Martin. Et on le reverra quelques années plus tard dans le rôle d'un président de chaîne dans le très chouette 3e épisode de la 7e saison. Non, rien de presse, on verra ça une autre fois. Ici, il nous fait un architecte bien imbu de sa personne, ça fait zizir, qui a, semble-t-il, un peu trop sympathisé avec la femme actuelle de Williamson, et lancé, sans en référer au Texan et avec son pognon, la construction d'un onéreux projet immobilier. Eh bien, faites un trait dessus, la plaisanterie est finie. Mais enfin, la première tranche de travaux est lancée. C'est vous que ça regarde. Touché dans son orgueil, O'Neill profère au milliardaire de Dallas un faisceau de menaces prophétiques. Voudriez-vous me confier la réalisation de votre pierre tombale? Vous voudriez bien me voir mort, avouez. Et le tout se conclut par la chiquenaude, alors à la fois la plus minable, mais aussi la plus vexante qui soit. Outré par cette pichonnette, Markham revient alors à son bureau, voit que la version discount de J.R. Ewing a tout cassé sa jolie maquette et, en bon architecte, commence à échafauder un plan. On retrouve ensuite le Texan tuné dans son ranch californien, fringué comme un sous-fifre de Mr. Freeze, discutant d'abord avec son jockey des prouesses de son bel étalon, puis pénétrant dans sa tuture. Vache, la trouille. Markham, flingue à la main, le somme de sortir du véhicule, l'entraîne dans la baraque, et fin de tournage pour Forrest Tucker parce que le plan d'après se déroule de nuit, et tu sais pas du tout ce qu'il est advenu de la victime. Car, alors dans une scène qui aurait très bien pu sauter, mais faut tenir 75 minutes, nous suivons les aventures de Markham, garant la Rolls chez Williamson, en laissant l'autoradio alors tellement à fond qu'on continue à l'entendre même dans la maison. Bref, Markham emprunte des affaires, boucle une valise et dépose le bagage dans le coffre, nous montrant de fait que le corps n'y est pas. Et il repart, concluant ainsi une excellente première partie, laissant le téléspectateur et la téléspectatrice en suspens. Qui se demande où est passé le corps ? Quel est finalement le véritable mobile ? Et alors pourquoi Williamson n'a ni chauffeur ni domestique ? Surtout qu'on nous dira plus tard qu'il passe souvent pas mal de temps à l'étranger, donc je trouve ça bizarre que vu son pognon, il paye personne pour tenir la maison. Oh, on s'en fout. Bon, mis à part ça, comme je l'ai dit, la réalisation est très cool, avec des plans de caméra assez audacieux, et alors j'adore le moment où Bertie s'installe dans sa Rolls avec Markham là, qui apparaît derrière lui, comme par magie, à la manière d'un film d'horreur. Genre là tu me vois, là tu me vois pas. Et même si la musique de fond utilisée par Falk n'est pas des plus finaudes. Bon, hormis cette faute de goût à l'image des frusques du Texan brusque, on se retrouve avec une disparition qui aurait bien pu passer inaperçue s'il n'y avait pas eu... Lieutenant Colombo. Le lieutenant Colombo débarquant sur le chantier après que la police ait reçu le coup de fil inquiétant d'une madame Williamson alarmée. Et pour signaler que son mari avait disparu et qu'il pouvait être mort. Mais alors, comme nous, Colombo est un peu paumé puisqu'il apprend de la bouche même de la charmante épouse qu'elle n'a jamais appelé qui que ce soit. Je vous crois, madame, mais avouez que c'est bizarre. Elle raconte néanmoins qu'il pourrait s'agir de Goldie, l'ex-femme du millionnaire, avec laquelle le Texan est resté en bon rapport, pendant que, de son côté, Markham tente maladroitement de dédramatiser tout ça. Monsieur Williamson est un globe-trotter et bien souvent il part en voyage sans même avertir Jennifer. Pourquoi ces affaires de disparition sont-elles si difficiles à résoudre ? Est-ce qu'on a le droit de disparaître ? Vous, moi, n'importe qui, nous avons le droit de disparaître. On a le droit de disparaître sans le dire, en disparaissant. Bien sûr, le petit jeu d'Eliott a sans cesse minimisé les faits et commence à titiller notre lieutenant préféré, qui bascule en mode ville flatteur, histoire de grappiller quelques informations. C'est un très bel immeuble, et je suis sincère. Comment avez-vous fait connaissance ? Après ce cocktail poussiéreux, où l'actrice Pamela Austin de l'épisode de Noël des Mystères de l'Ouest a la fâcheuse habitude de regarder la caméra pour probablement checker ses dialogues, on passe ensuite chez Goldie, l'ancienne Madame Williamson, incarnée par Janice Page de La Belle de Moscou, qui se fait masser parce que, pourquoi pas, ne possède nulle rancune envers son ex-mari et bénéficie même d'une gracieuse pension. Alors je vous félicite, c'est ce qui s'appelle avoir de la largeur d'esprit. J'ai des compensations, il paye le prix. Elle explique également que, alors normalement, Bertie la prévient toujours avant de partir en voyage, et qu'il ne peut donc pas disparaître sans qu'elle ne soit au courant. Le mystère s'épaissit lorsque Colombo apprend que la police vient justement de retrouver son véhicule, abandonné à l'aéroport, et que tout porte à croire, donc, que le riche disparu a pris l'avion. Toutefois, le lieutenant a des doutes en remarquant que le poste est réglé sur radio classique, alors que le Texan possède toute une collection de cassettes folkloriques.
Bref, à l'aéroport, rien ne concorde, surtout que plus tard, en réunissant les deux veuves en devenir, Colombo comprend que Bertie abhorre la musique classique. J'ai essayé de lui faire apprécier le classique, mais j'ai perdu mon temps. Il ne veut jamais écouter rien d'autre. Qu'il avait un rendez-vous important consigné sur son carnet. Dr Moss, 10h45, le 11 et le 11, c'est demain. Vous voyez? Et qu'il y a embrouille aussi sur ses projets immobiliers. Oh, monsieur Markham a vu votre mari avant qu'il reparte en voyage. Le jour même de son retour. Grâce à l'afflux de tous ces petits détails, Colombo peut dorénavant placer Elliot Markham en tant que suspect principal et part confirmer ses doutes lors d'une visite au cabinet de l'architecte, passe outre la secrétaire, Lieutenant. fouille dans ses affaires, s'extasie devant sa collection de disques, Du classique, on dirait. Et moi aussi, c'est ce que j'aime. et alors découvre la maquette bousillée, le tout devant une assistante excédée tentant par tous les moyens de le dégager. Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant? Et après ce chouette passage, si toi, pauvre R assoupi par une formule atteignant sa 8ème itération, déjà, en comptant les pilotes, tu t'imaginais visionner un épisode au déroulé classique, avec Colombo interrogeant divers témoins, comme le cardiologue de Williamson, interprété par la voix anglaise de Porcinet, qui nous dit que ce n'est pas normal que Bertie ait raté son rendez-vous parce qu'il devait lui changer les piles pour son pacemaker. C'est une grosse opération. Non, mais ça nécessite une intervention chirurgicale. Et le lieutenant devrait quand même y aller mollo sur le cigare. Cessez de fumer ce genre d'horreur. Ou bien il interroge le responsable du chantier, incarné par son pote John Finnegan, qu'on reverra par la suite dans une dizaine de rôles différents, nous donnant ici une leçon sur le coulage de béton. Eh ben c'est simple, on fait d'abord un grand trou, on enfonce un coffral d'acier creux et on le remplit avec du ciment. Une fois que le ciment est pris, c'est fini. Bref, si toi tu croyais avoir une enquête habituelle avec Colombo retraçant les ultimes instants de la victime, surprise, tout rebondit lors d'une simple partie de tennis. Et oui, Jennifer met la main sur le Stetson ensanglanté de la victime. Et c'est là où tu te retrouves tout aussi déconcerté que notre criminel qui, ok, est assez stupide pour fouiller une baraque lumière allumée et musique à fond, mais qui n'aurait quand même pas fait une erreur aussi grotesque de perdre le couvre-chef de Bertie aussi loin du lieu du crime. Un chapeau même taché de sang ne signifie pas forcément que... Vous reconnaîtrez que c'est plutôt inquiétant, non? Et puis, après avoir passé plusieurs minutes renfrogné dans son bureau en écoutant du classique pour se calmer les nerfs, Elliot piche que non, c'est pas normal d'avoir le galurin séparé du corpus delicti, et part fouiller chez Goldie, qui avoue avoir bel et bien utilisé un chapeau de Bertie pour qu'il soit officiellement déclaré mort. Et si l'on en croit ce texte, à la minute même où il est officiellement reconnu mort, vous héritez de 25% de la succession. Ce qui représente un joli paquet, bien plus que vous n'en avez jamais rêvé. Alors ça aurait été assez couillu pour ce dernier épisode de la première saison de jouer avec la formule habituelle en nous faisant suivre un assassin présumé avant de nous révéler en plein milieu qu'il n'est pas coupable. Car après tout, on ne l'a jamais vu tuer Bertie, il l'a juste menacé avec un flingue. Mais non, pour cet épisode, c'est bel et bien Elliot le tueur, même si cette idée de twist avec un faux coupable sera utilisée plus tard pour de futurs épisodes de Colombo, qui ne seront pas terribles, mais pour d'autres raisons. Oh, ça fait rien, allez. Tout ça, c'est ma faute. C'est moi qui vous ai embarqué là-dedans. Bref, après cette interlude, Colombo retourne harceler son principal suspect et, après avoir assisté à la fin d'un cours sur le foreshadowing en Égypte... Ne dit-on pas d'ailleurs que les ingénieurs et les architectes qui firent les pyramides furent eux-mêmes emmurés pour protéger l'intégrité du tombeau? En déduit que Markham a sûrement dû planquer le Texan décédé dans les fondations du building. C'est l'endroit idéal pour cacher un cadavre, lieutenant. Markham qui en profite d'ailleurs pour défier carrément Colombo. Vous ne diriez pas ça à la police? Et pourquoi pas? Ce serait l'habileté suprême. Franchement, même le lieutenant est épaté par cette bravade, le regardant en mode « Putain, il est fort ce con ». Mais restant toujours obstiné tel un boule terrier, notre Angeleno débute quand même les formalités pour défoncer le pilier. Oh, il s'agit d'une simple formalité administrative. Vous agissez en fonction de quoi? C'est ça. Vous êtes passé au bureau des travaux publics? Une formalité administrative. Ça y est, je l'ai. Bon. Et maintenant? Il est midi, revenez après déjeuner. Alors toute cette séquence est bien marrante, tu peux également apercevoir dans la foule Mike Lally, le grand ami de Falk, et ça nous permet de comprendre que Colombo est prêt à toutes les démarches afin de faire tomber les criminels. Toujours aussi obstiné, Et après ce court passage administratif, s'ensuit une belle scène de démontage en règle, où le lieutenant observe les ouvriers cherchant le corps de Williamson, pendant que Markham jubile, ayant même appelé la télé pour couvrir ce moment embarrassant. Vous allez être une célébrité après le journal de 6 heures. Et il faut savoir que la compagnie Universal ne voulait filer qu'une 8aine de figurants pour Peter Falk, et il a donc payé lui-même de sa poche la 12aine supplémentaire. Avez-vous une idée du prix que cela coûte? Ah, il faut que ça ait un peu de gueule, c'est sûr. Terminant la scène en nous montrant un Colombo pour une fois vaincu par son adversaire, puisque après des heures et des heures de fouilles, nos ouvriers reviennent bredouille. On n'a rien trouvé, monsieur Markham, même pas un bouton de culotte. Et oui, le corps n'était pas ici.
Une scène que tu reverras bien des années plus tard dans le sympathique Colombo Criollo. Comme je le disais, tout ça prend une très mauvaise tournure. Et donc si l'on nommait un choix un peu ridicule pour la musique country et quelques cadrages pas du tout subtils pour nous montrer les indices, mais c'est vraiment pour chipoter, on assiste à une excellente enquête du lieutenant, avec des passages pittoresques, blindés de second rôle truculents ainsi que de belles confrontations entre Markham et un Colombo subjugué par les coups de son adversaire. Vous voulez une barre de candy? Non. Un épisode en outre bourré de rebondissements, comme la découverte du galurin ensanglanté, ou cette fin, avec Colombo apprenant avec stupeur que le corps n'était pas du tout là où il l'imaginait. On va vous suspendre ou vous révoquer? Ah, j'en sais rien. Surtout que là, tu te dis que Colombo, il est perdu. Comment il va faire pour faire tomber l'architecte? Hein? Bon alors là, comme d'habitude, pour celles et ceux qui veulent pas être spoilés, je vous donne rendez-vous à ce chrono. Satisfait de son coup de maître, et une fois le chantier désert, l'architecte remonte en voiture. Et la même que conduisait Ferris dans le livre témoin, rappelez-vous. Avec la même plaque et tout. Non, Markham l'a sûrement acheté une vente aux enchères de la police après l'arrestation de l'écrivain. Oui, bien sûr. Et part récupérer le cadavre de Williamson qui était tout bêtement planqué dans la sellerie de son ranch. Alors vous allez me dire, pourquoi la police elle a pas fouillé le ranch? Là déjà, je vous rappelle que les flics ils sont bigleux dans cette série. Et vu que la disparition n'a jamais été inquiétante, parce que Colombo n'a jamais dévoilé le chapeau ensanglanté à ses supérieurs, nulle enquête policière n'a pu être lancée. Comme vient de le dire monsieur Markham, il n'y a pas eu de plainte, et en ce qui me concerne, je suis tout disposé à passer l'éponge. Et j'imagine aussi que Colombo préfère choper Markham la main dans le sac mortuaire. D'ailleurs, on nous montre justement quelques minutes plus tard la légendaire efficacité policière lorsque le pneu de Markham éclate sur la route, qu'un flic débarque... Votre permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur. Et qu'il repart, sans rien fouiller, laissant Elliot avec son Maccabée dans le coffre. Et pourtant, la dépouille elle doit puer la mort, à force d'être resté planqué dans un lieu non réfrigéré pendant des jours et des jours. Oui, des jours et des jours, parce qu'on te dit qu'il avait rendez-vous avec son cardiologue le 11, vous voyez, et que Colombo débarque au bureau des permis le 27. Donc en imaginant qu'il débute son enquête direct après l'appel de Goldie, ça nous laisse environ, 3 semaines. Et un Maccabée, ça schlingue en 3 semaines. Ah oui? Donc déjà, le motard n'a plus d'odorat, mais en plus il est carrément miro ce con, parce qu'il est pas capable de faire la différence entre la tronche de l'architecte et celle de Peter Falk sur la photo. Oui, c'est bien la tronche de Peter là. Non, probablement parce que personne n'avait pensé à ramener un permis pour l'assassin et Peter a donc sûrement dû filer le sien pour aller plus vite. C'est une supposition gratuite. Bref, blague à part, il faut savoir que cette scène avec la crevaison et le policier avait en fait été écrite par Bochco pour le livre témoin. Oui, quand Ferris devait ramener le corps de son défunt confrère après l'avoir buté dans sa cabane. Mais on préféra l'enlever pour se focaliser sur Colombo auprès de la veuve et la scène perdue revint donc ici, histoire d'avoir une ultime scène de tension avant la résolution finale. J'ai quand même eu chaud, merci de vous être arrêté. Tout cela nous conduit donc une dernière fois au chantier, avec Markham désirant couler son investisseur dans le béton, mais surprise. Bonsoir, monsieur Markham. Et oui, Colombo n'était pas dupe, et il savait que, après avoir fait fouiller l'endroit devant témoin, Markham allait revenir pour se débarrasser définitivement du corps. Vous m'avez poussé à faire fouiller ce pilier, et je me suis bien demandé pourquoi. L'architecte s'avoue vaincu, non sans une dernière petite bravade. Et vous admettrez que l'idée n'était pas mauvaise. Elle était presque parfaite. Colombo affectueusement rassure le meurtrier, lui disant que de toute façon on aurait bien fini par retrouver le corps quelque part et qu'il n'a pas à se sentir honteux. Mais c'était vraiment une bonne idée. Nous montrant une des rares scènes de la série où le lieutenant possède une forme de respect envers son adversaire, et concluant ainsi l'un des meilleurs épisodes de cette première saison. Certes, bon, tu n'as pas vraiment de dernière surprise formidable à la manière de Plein Cadre. Les indices sont un peu faibles, et le final avec les phares qui s'allument rappelle un peu celui de Faux Témoin. Donc ce n'est pas un épisode parfait, mais c'est presque un sans faute. Oui, presque. Car alors non seulement, comme je l'ai dit, l'épisode possède plein de twists et retwists avec un méchant sûr de lui, rivalisant sans peine avec l'intelligence du lieutenant. Oui, c'est très possible. T'as énormément de scènes mémorables, comme le long passage où Colombo effectue les démarches au bureau des permis, ou la visite du cabinet de Markham avec la secrétaire exaspérée qui a l'air d'en pincer secrètement pour son patron. Mademoiselle Sherman, vous m'êtes très précieuse. Autant que dévouée. Et c'est ça, la marque des meilleurs scripts. Ville Fatale contient en son sein une pléthore de petits détails remplis de non-dits, permettant au spectateur de faire ses propres interprétations. Par exemple, la relation entre Elliot Markham et Jennifer, la seconde épouse de Williamson, où tu les vois très liés, toujours ensemble, avec un Markham très intéressé, mais tu ne sais pas trop si notre criminel a envie d'elle, si c'est réciproque, ou s'il la charme pour qu'elle le laisse faire mumuse avec l'argent de son époux. Jennifer exagère quelque peu, lieutenant. Mais vous êtes un génie. J'adore aussi le personnage de Goldie, l'ex-femme au cœur d'or, la garde-robe épatante, qui semble éprise d'affection pour notre Colombo, et qui, peu farouche, se dévêtit sans gêne devant témoin. Ça va?
Vous pouvez vous retourner. Ce qui pourrait laisser supposer un passé de chanteuse ou danseuse, puisqu'elles ont l'habitude de se changer rapidement dans les coulisses entre chaque numéro. Et même ces robes flamboyantes me font penser à du cabaret. Mais ça pareil, hein, c'est pas dit texto. Et c'est ça qui est cool, t'as vraiment plusieurs couches dans le scénario. Et je vous conseille de ne plus nous adresser la parole à ma femme ni à moi à l'avenir. Elle est trop jeune pour distinguer un honnête homme d'un escroc quand elle en voit un. Moi, je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Ville Fatale fait donc partie du haut du panier, hein, ce qui n'était pas gagné parce que, je le rappelle, le script n'était pas entièrement prêt à être tourné, le chantier où se passe une grande partie de l'action était bruyant, poussiéreux et évoluait sans cesse, et Peter Falk débutait dans la réalisation. L'effort fut d'ailleurs tellement éprouvant pour notre acteur qu'il ne retoucha plus jamais à une caméra. Alors, hormis quelques scènes pour le premier épisode de la seconde saison, parce que John Cassavetes en avait rien à foutre et ne s'entendait pas très bien avec le réalisateur. Tu as besoin de moi? Non, tu peux t'en aller. D'ailleurs, personne ne savait encore si la série allait être reconduite. D'où cette fin un peu particulière où Columbo abandonne le cigare pour faire plaisir aux médecins, donnant une sorte de conclusion à une première saison excellente où le pire épisode aurait pu être poids mort si NBC n'avait pas eu l'idée saugrenue de demander juste une dernière petite chose. Une poignée de jours seulement avant que Peter Falk ne reparte pour New York. Une petite dernière chose dont on reparlera une prochaine fois.